Vous écoutez le supplément de Tech Café qui complète l'épisode 390 qui est sorti en cette semaine du 2 décembre 2024. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va bien, ça va très bien. On va parler de plein de choses. Je voulais juste, avant qu'on parle ensemble de toutes les news que tu as concoctées, forcément, on va parler du Black Friday, du Cyber Monday, de Pump Fun, hein, vous en avez probablement entendu parler, de ce qui se passe du côté de Chrome pour Google, etc. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses dont on va parler. Est-ce que tu connais Advent of Code ? Non, enfin c'est quoi ? C'est mon frère qui m'en parle chaque année. Vous allez sur adventofcode.com et tous les ans, vous avez une espèce de calendrier de l'Avent du développement avec des petits défis de développement. Donc, si jamais vous voulez vous entraîner, ça peut être l'occasion d'aller vous y jeter un petit peu. Moi, je manque toujours de temps, mais j'ai l'impression que j'aurai peut-être l'opportunité là dans les jours à venir de pouvoir m'y plonger un petit peu pour la première fois. Je ne sais pas si ça pourrait être tous les cas dans toutes les années à venir. Mais c'est sympa, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le font et qui prennent beaucoup de plaisir. C'est le principe de faire du développement juste pour le principe de développer, de relever des petits défis, des petits challenges. Les premiers sont assez simples, ça se complexifie par la suite. J'en profite quand même pour accueillir comme il se doit les soutiens Patreon de la semaine. Fred DeWitt qui fait son retour, Sébastien Mello, TaJS, DS Koala, Ok j'y suis, Pascal Comon et Julien Delrieux. Merci beaucoup à vous d'être venus soit mettre à jour votre soutien sur Patreon, soit vous réabonner, soit vous abonner pour la première fois. Vous avez probablement remplacé d'autres soutiens qui ont préféré mettre fin à leur participation sur patreon.com/techcafé parce que les participations sont sans engagement, vous pouvez les suspendre à tout moment. Donc du coup, évidemment, de votre côté, si vous souhaitez profiter de l'expérience d'écoute idéale de Tech Café sans la publicité, rendez-vous pour vous abonner sur patreon.com/techcafé. Et puis, vous avez aussi accès à des petites infos en plus, notamment à mon sujet. En nous soutenant, vous garantissez en tout cas la pérennité de Tech Café, bien plus que celle d'un gouvernement français. La blague était facile, évidemment. On compte sur vous. Allez, Guillaume, sans autre forme de procès, forcément, on peut se poser un petit peu là, derrière la frénésie de la préparation des cadeaux de Noël, des achats compulsifs, des réductions, toutes les plus folles les unes que les autres, bien loin devant les avantages qu'on peut trouver durant les soldes. C'était le Black Friday, voire même le Cyber Monday, voire même le Single Day, voire même... Il y en a trop. C'était les promos, en tout cas. Oui, c'était Black Friday, effectivement. La semaine dernière, vous n'avez pas pu rater ça. Hein. Tous les sites tech étaient inondés de bons plans, d'en faire pas rater. Des prix choquants, des affaires à saisir immédiatement, sinon tu rates ta vie et tu mets la honte sur tes enfants. Bon, d'ailleurs, ça fait une pause aussi de news, hein, parce que ça fait 2 jours où il n'y a pas de news, ou 2-3 jours où carrément il n'y a pas de news. Il y a sur certains sites, il y a que ça. C'est vrai. C'est assez marrant. Aux States, c'était aussi Thanksgiving. C'était la fête où les Indiens qui restent, donc, aux États-Unis regrettent de ne pas avoir laissé les colons crever de faim. Hein. Donc, c'est la fête des dindes et des dindons, du coup. Et c'est une occasion d'acheter plein de trucs aussi. Hein. La saison de Thanksgiving a d'ailleurs été très bonne. Presque 34 milliards dépensés en ligne. Le marché américain et européen sont en hausse, les deux marchés sont en hausse, il y a 8% de hausse aux US et 10% en Europe par rapport à l'an dernier, et c'est juste cette occasion-là. Donc je parle pas de Noël, de Single Day, effectivement, Single Day c'est plutôt en Chine, ou peut-être ça se fait exact. ici. Oui, là. c'est vrai. Ça doit se faire ici aussi, peut-être, je sais pas exactement. En tout cas, voilà, des chiffres et des croissances qui me laissent toujours un peu dubitatif, tu sais. Je sais pas, à un moment, il n'y avait pas un bail de consommer moins, réduire un peu tout ça, tu sais, genre pour les arbres, tout ça. Ah ouais Non, je croyais. Okay. Bon, il y a un autre truc avec Black Friday, c'est que tous les ans, hein, tu le sais, hein, fin novembre, du coup, voilà, l'actu fait une pause de 2, 3, 4 jours, pendant lesquels c'est la grande teuf de l'affiliation, parce que bien sûr, hein, si tous ces sites remontent des promos, c'est pas pour vous, c'est pour eux. C'est pas pour vous que c'est pas pour vous, pour que vous puissiez acheter une cafetière Bluetooth ou une machine à pain qui fait aussi sortir. Non. C'est parce que dans 90% des cas, les liens dans leurs articles rapportent des petits riens. Chaque fois que vous cliquez dessus et que vous achetez une de ces bonnes affaires incroyables, tellement que c'est presque du vol, hein, c'est un prix pareil. Et bon, c'est vrai qu'on peut me dire, franchement, c'est pas bien méchant, un peu de spam dans les colonnes une ou 2 fois par an, ça fait vivre les médias, des médias que tu utilises toute l'année pour faire semblant d'être un journaliste, hein, donc c'est quand même pas mal. Et c'est vrai, bien sûr, mais on parle aussi sur le podcast très souvent de merdification, et en particulier de celle de Google. Google qui se fait polluer donc par des sites pourris de SEO, juste de SEO, donc de Search Engine Optimization, justement. Pourquoi ? Parce que ce système.
C'est ce système même de l'affiliation qui fait que les recherches Google sont dominées par des sites de merde qui capitalisent à outrance là-dessus. C'est aussi ce système qui amène des sites qui n'ont rien à voir à produire des articles de pseudo-thèses de matos rien que pour glaner du clic. Et même des très célèbres, hein, par exemple comme Forbes ou Rolling Stone, qui le font, ils ont tenté le coup avec des pseudo-thèses de purificateurs d'air. C'est de plus en Mm. plus courant, et les sites appartiennent d'ailleurs de plus en plus souvent à des gros sites des médias, hein, qui ne voient pas pourquoi se priver de petits bonus, puisque c'est quasi gratuit à produire en plus. Hein. Et cette profusion noie, qui plus est, les vrais sites, c'est-à-dire ceux qui testent vraiment les produits de manière honnête, pour aider vraiment les consommateurs. Parce qu'il en reste encore, jusqu'à ce que Google les éradique tous en tout cas. Parce que j'écoutais un podcast d'ailleurs, je crois que c'était Freakonomics Radio, sur Google, et sur l'angoisse que tu vis quand tu es un petit site de review qui ne vit pratiquement que par le trafic envoyé par Google. Parce que Google, justement, il change régulièrement ses algorithmes. Dernièrement, justement, il l'a fait pour réduire la prépondérance du spamming du SEO, quoi. Mais il y a eu des dommages collatéraux. Donc il y en a un, alors ce qui passait, et qui est passé aussi sur 404 mégas, apparemment, je crois que c'est Housefresh. Housefresh, ils font dans le test de purificateur d'air, je crois, et ils ont vu leur trafic divisé par 10 du jour au lendemain. Quelque part, une promesse est brisée, quoi. C'est la promesse originale, finalement, de Google, c'était que si tu faisais du bon boulot, de la qualité, Google t'enverrait du Ouais. trafic. Et tout le monde serait content. Et cette promesse, elle ne marche plus vraiment. Il y a le spam, il y a le SEO, et puis Google conserve une part de plus en plus importante du trafic pour lui. Hein. Avec l'IA et tous les services qu'il a, on a de moins en moins besoin d'aller sur les sites en vrai. Ce qui remet en question Internet tel qu'on le connaît finalement. Et donc ces sites doivent, en quelque sorte, pour se préserver des aléas de Google et pour se préserver même, voilà, tout court, ils doivent repenser un Internet sans Google et comment recréer une communauté, comment recréer une monétisation aussi, c'est vrai. Donc diversifier les canaux, communiquer plus directement sur les médias sociaux, compter sur le bouche à oreille, entretenir plus étroitement une communauté et aussi malheureusement parfois créer des abonnements et des paywalls. Alors pour l'instant c'est encore balbutiant, Google reste ultra puissant, hein. Et puis bon, les avalanches d'articles affiliés continueront de fleurir à chaque saison commerciale, avec des couleurs toujours plus chatoyantes. Mais il faut quand même se poser la question, c'est vrai que c'est... qu'est-ce qu'on attend d'Internet? Est-ce qu'il ne va pas muter? Est-ce que la mutation va continuer et jusqu'où, quoi? En attendant, vous inquiétez pas, il y aura toujours tous ces articles-là et vous ne pourrez toujours pas résister chaque année à ce casque Bluetooth tellement stylé à moitié prix, ça va rester. Depuis le temps que je le voulais, il est enfin en réduction. C'est le moment où jamais je clique, j'achète. Modèle économique, Guillaume, sur Internet, est-ce que ça viendrait pas de sites qui nous permettraient tout simplement de, miraculeusement, gagner de l'argent, créer des opportunités incroyables à base de crypto-monnaies? Fais-moi rêver. Mais oui, mais c'est ça le capitalisme, monsieur. Mais oui. Tout est merveilleux dans PumpFun, dans ce site PumpFun, en particulier son principe même, qui est quand même de créer ta propre shitcoin, ta propre crypto-monnaie de merde, et puis de la pomper. C'est-à-dire de créer du buzz autour de ta crypto pour la faire exploser, comme un Elon Musk pomperait un bon vieux Dogecoin des familles, il y a quelques années de ça. Et attention, ce sont des vrais cryptos, ce sont des tokens sur Solana. Solana qui est une blockchain proof of stake. Dieu merci, donc ça consomme pas autant d'énergie que Bitcoin, très loin de là, heureusement, ça consomme pas énormément. Mais ces jetons peuvent effectivement être achetés et vendus pour du vrai argent, et bien sûr, PumpFun prend une commission sur les transactions. Leur cours est totalement dépendant de l'offre et de la demande, donc il s'est basé sur la popularité de son créateur, à un moment donné, sur la valeur que tu penses que ça va acquérir, toi, acheteur potentiel, dans le futur. D'où le besoin vital pour les créateurs de se démarquer, d'attirer l'attention, parce qu'il faut pomper, et oui, il faut pomper. Comme un bon Shadok, qu'on est tous devenus finalement, et c'est vrai qu'il vaut mieux pomper, même s'il se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. C'est une vraie devise Shadok, bien entendu. Et pour ça, pour pomper, tu fais ce que tu veux, on s'en fout, mais de préférence, tu faut être débile, vulgaire, faire des trucs qui marquent, quoi. Démarque-toi. Bon, enfin, si en lisant un bouquin de Feynman sur la mécanique quantique, tu te rends populaire et que ta crypto elle monte, c'est super, hein. Mais enfin, il y a peu de chance. Fous-toi plutôt à poil, recouvre-toi d'huile d'olive et roule-toi dans le chocolat en poudre, ça a plus de chances d'attirer l'attention. Et encore, peut-être pas assez trash. Dans cette ambiance qu'on qualifie avec indulgence de potache, PumpFun a la merveilleuse idée de lancer les lives. Ben oui, encourage tes utilisateurs à faire le max de conneries en vidéo et en direct pour bien que t'aies aucun contrôle dessus. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Oui, je me demande. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'évidemment, c'est parti en couille, mais grave. Sur Internet, on n'est pas assez attention freak comme ça, donc déjà, tu mets par-dessus la motivation financière, tu fais miroiter des dizaines de milliers de dollars en quelques heures, et tu imagines le résultat. Le résultat, ça a été de la zoophilie, des immolations, des chantages au suicide, un coq décapité et un marathon de 4 jours sur les toilettes. Tout ça visible par tout le monde sur une plateforme et qui fait bien sûr aucun contrôle de l'âge de ses utilisateurs, donc voilà, c'est pas incroyable. Et bon, c'est pas le principal problème finalement de l'ensemble, parce que PumpFun a étonnamment arrêté les lives, mais le site existe toujours, et puis il fait sans doute pas mal de pognon.
Et bon, on pourrait finir sur une autre citation Shadok, hein, le bon sens, c'est la chose la mieux protégée, la mieux partagée du monde. Et la connerie aussi. Il faut pomper. Il faut pomper pour vivre, et donc vivre pour pomper. Magnifique. Effectivement, la devise Shadok qui dicte le fonctionnement de certains sites internet. Et puis, ça continue un petit peu dans le domaine de la crypto-monnaie pour le financement de choses pas forcément très reluisantes, Guillaume. Oui, apparemment, le Tether, donc le USDT, le Tether, cette crypto fixée au dollar, serait moins cher au Mexique et plus cher en Colombie. Et on peut se faire de l'argent avec ça d'ailleurs. Alors la raison est étonnante, hein, ou pas, c'est que le Tether est massivement utilisé dans le trafic de drogue par les cartels mexicains. Et si je le sais, c'est justement parce que les cryptos sont un choix qui reste assez étrange pour les malfaiteurs, étant donné qu'on peut les tracer. Comme ces 15 millions qui ont transité sur Binance entre 2020 et 2023, il y a une vaste enquête avec des filatures et des surveillances comme à la télé, et en complément, on peut suivre les flux sur la blockchain, quoi. Les blockchains sont par essence publiques, hein. Et il existe des techniques pour suivre les transactions. C'est pas forcément évident, mais en faisant des rapprochements, c'est pas impossible, hein, surtout pour plus que maintenant, les grosses bourses comme Binance sont obligés de collaborer. Le choix de Tether est aussi à double tranchant, hein. D'une part, il est choisi parce que c'est une crypto qui a un prix fixe, et elle est garantie donc par défaut en dollars, enfin en théorie, et sa valeur est toujours fixée en dollars. Alors elle fluctue en pratique un peu, mais beaucoup moins que les autres cryptos. Et c'est aussi une crypto centralisée. C'est ça qui est fou, hein, c'est que Tether, l'entreprise peut parfaitement geler des fonds ou faire geler des fonds par des boîtes affiliées. Ils ont aussi des outils de traçabilité, mais bon, apparemment il y a un second marché pour le Tether qui n'est pas supervisé. Reste que les transactions sont quand même forcément publiques. Donc je suis toujours un petit peu surpris que voilà, pour les ransomware aussi, on continue à utiliser Bitcoin, les cartels de la drogue utilisent Tether. Il y a sans doute plus de gens qui s'en sortent que de gens qui se font gauler, hein, ça doit être ça, c'est pour ça que ça marche toujours, quoi. Et pourtant, c'est étonnant. On continue avec Google, Guillaume, qui, en fait, on commence à avoir des chiffres qui pourraient nous permettre d'avoir une idée de la valorisation de Chrome, ce navigateur de Google. C'est fou, ça, des montants pareils. Google, pour Google, si tu veux, quand ça veut pas, ça veut pas. Le dernier souci en date, c'est que le Canada, lui aussi, a enquêté sur son business publicitaire et il a trouvé qu'il a abusé de sa position dominante par un comportement visant à assurer le maintien et l'enracinement de son pouvoir de marché, je cite. Et qu'il a du coup adopté ce comportement qui réduit la compétitivité, voilà, et donc la probabilité de nouveaux entrants sur le marché, donc c'est reparti, ça y est. Google devrait même, pour se mettre en conformité, revendre 2 outils non précisés, hein, pour l'instant, d'après les autorités. Donc après les US, c'est le Canada qui s'y met, et pour couronner le tout, il est même attaqué en Inde par la Commission de la concurrence suite à une plainte de Winzo. Alors Winzo, c'est un développeur de jeux assez chelou, puisque son truc, c'est de vous payer pour jouer à des jeux, donc autant dire que ça sent le vieux hareng quand même. Ah. Et justement, Google interdit les applications qui font gagner directement du vrai argent. On pense immédiatement aux applications de casino. Mais en même temps, il accepte des jeux de fantasy football et compagnie. Apparemment, il y a aussi un jeu de cartes qui s'appelle Rummy, et qui permet de gagner de l'argent, j'ai l'impression. Je ne connaissais pas du tout, perso. Donc, c'est pas juste, évidemment, si c'est le cas, et donc Winzo a déposé plainte. Bon, ça va pas super pour Google en ce moment. Donc on a parlé évidemment, hein, de son énorme procès antitrust perdu aux États-Unis, la possibilité qu'ils doivent revendre Chrome. Chrome qui vaudra effectivement, s'il devait être vendu, dans les 20 milliards de dollars. Donc c'est entre 15 et 20 milliards, précise donc au doigt mouillé, hein, Mandeep Singh qui est analyste chez Bloomberg. Et du coup, on peut se poser la question, qui rachèterait Chrome? Pas moi, vu le prix. Non, c'est 2 fois trop cher. Faudrait que ça soit une grosse boîte, évidemment, et qui puisse le monétiser. Or, Chrome n'est pas directement monétisable. C'est un outil qui est crucial dans un écosystème qui est beaucoup plus large, mais qui rapporte rien dans lui-même. Chrome est aussi un moyen de rendre l'expérience Google dans son ensemble plus rapide, plus fluide, plus agréable. Et en fait, il est tellement intégré qu'on se demande qui pourra en vouloir finalement. Qui aurait un motif de débourser 20 milliards et après de maintenir le truc, sans compter que vendre le navigateur le plus utilisé va inévitablement attirer les regards des autorités de la concurrence, justement. C'est pas du tout acquis qu'une méga corpo comme Amazon ou Microsoft soit autorisée à racheter un méga navigateur comme Chrome. Donc le même Singh voit une motivation potentielle chez OpenAI. OpenAI n'est pas encore assez gros, c'est un nouvel entrant, hein. Il n'est pas encore assez gros pour être embêté par la régulation, l'IA c'est très porteur, il est probable que les autorités ne veuillent pas risquer d'handicaper le marché en agissant trop là-dessus, donc ça pourrait lui permettre d'avoir la possibilité d'acheter Chrome éventuellement. Et ça pourrait lui permettre d'avoir un complément pour le son chatbot, donc un outil pour son futur méga business de pub, parce que voilà, à un moment donné, ça va arriver.
Ça reste très spéculatif. C'est sûr que Microsoft serait intéressé sans doute, hein, mais réglementairement, ça passerait sans aucun doute pas. Donc voilà. Alors, qui rachèterait Chrome? Si Chrome était vendu, les paris restent ouverts. Moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça toujours interpellant de se dire qu'on pourrait forcer Google à se séparer de Chrome, qui finalement, faut le reconnaître, c'est une idée maligne d'un point de vue marketing, et pour cause, hein, on leur reproche que ça a trop bien fonctionné, et je peux pas m'empêcher de me dire en fait que finalement ça obligerait Google à ne pas avoir de navigateur, parce que Non, derrière, c'est pas si derrière clair. ils auraient quoi derrière? Non, mais il pourrait ne pas avoir de navigateur, mais il pourrait juste virer de Chrome tout ce qui fait de Chrome un super outil. Hmm. Il Hmm. pourrait Donc rendre se Chrome open réduire à source. Chromium. Exactement. En fait, il pourrait réduire Hmm. Chrome à Chromium, plus ou moins, Hmm, et ça, hmm, c'est ça que ça pourrait peut-être passer. Hein. Peut-être, effectivement. Écoute, bon, c'est pas demain la veille, je pense encore, mais on va continuer à le surveiller. Et puis, en tout cas, il y en a un autre qui, décidément, est toujours embêté par des attaques, c'est Microsoft. Ouais, quand je dis que ça ne passerait pas avec Microsoft, c'est aussi parce qu'ils ont aussi leurs problèmes en antitrust et avec la FTC en particulier. Donc la Federal Trade Commission qui est en train d'enquêter sur de possibles abus de position dominante avec ces licences de logiciels. Ça concerne en particulier le cloud, et comment on pourrait considérer que les ventes de logiciels de productivité et de sécurité sont liées, et s'il impose des conditions de licence restrictives pour dissuader ses clients de migrer vers des clouds concurrents. Pour faire bonne mesure, il y a aussi un petit passage en revue là, des investissements massifs dans OpenAI et le quasi-rachat d'Inflection. Ce qui donne quand même, disons, une puissance considérable à Microsoft dans le secteur de l'intelligence artificielle. Là où ça en est, par contre, c'est pas possible de savoir vraiment si ça va vraiment continuer ou aboutir à quelque chose, parce que ça pourrait être influencé par les changements de politique américaine. Parce que les cadres de la FTC vont sans doute changer. Donc la FTC va passer à majorité républicaine, hein, donc les points de vue vont changer. Comment? On ne sait pas trop, parce que finalement, les républicains aussi lancent des enquêtes. Hein. Durant Trump 1, on avait eu des grosses enquêtes contre Google et Meta. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enquête. Est-ce que ça va être, tu vois, pour les mêmes choses ou pas? Donc pour l'instant, c'est assez compliqué, mais bon, voilà. C'est les derniers feux, on va dire, j'ai l'impression, de la FTC sous Lina Khan. Décidément, pas de répit. Et puis, Microsoft qui est embêté parce que la fonction Recall, dont on a largement parlé, est en train doucement mais sûrement de sortir dans des conditions un petit peu difficiles. Hein. Ouais, alors Recall est dispo, mais pour pas grand monde finalement, et c'est pas très grave. Déjà, Recall est utilisable uniquement donc, sur AI PC, hein, donc un PC Windows 11 avec une magnifique NPU flambant neuve. Ensuite, il est toujours considéré comme expérimental puisqu'il faudrait être Windows Insider pour l'activer, et quand on l'active, ça marche, mais pas toujours super. Déjà, les enregistrements sont pas si fréquents que ça, apparemment c'est loin d'être une vidéo, puisque il y a plusieurs minutes parfois entre les photos d'écran, et la reconnaissance de Il peut texte s'en passer des choses pendant plusieurs minutes quand tu es sur un ordinateur. et des choses que tu peux avoir besoin de retrouver, effectivement, donc c'est pas évident. Alors, la reconnaissance du texte dans l'image marche bien, ceux de la signification de l'image, de ce qu'il y a dans l'image, c'est moins bon. Donc quand on fait une recherche de la chronologie, on se rend compte qu'il y a des résultats qui peuvent être partiels, c'est-à-dire qu'il peut donner une occurrence d'un truc alors qu'il y en a plusieurs, ou alors il peut rater carrément le truc, quoi. Donc c'est pas parfait. Après, ça marche globalement comme annoncé, quoi. Hein. Ton PC utilise la moitié de ton CPU et une bonne partie de ton disque dur pour t'espionner constamment. Bon, ça peut être utile, après, ça conviendra pas à tout le monde, hein, clairement. Pour l'instant, Recall peut être désactivé, mais pas désinstallé, mais ça viendra apparemment. Et il nécessite sans doute encore un peu de travail quand même avant de sortir du mode Windows Insider, pour ceux qui en ont envie, donc voilà, dans les semaines qui viennent peut-être. On continue à suivre un petit peu ce qui se passe du côté de Blue Sky, hein, que j'encense facilement C'est parce ça. que tout est si agréable là-bas, sauf que, comme tout truc agréable, il y a plus de monde, et quand il y a plus de monde, Guillaume, il y a plus de problèmes. Mais l'enfer, c'est les autres, comme disait, je sais plus, je dirais Je plus sais qui. pas, mais c'est vrai. Si, non, mais c'était Sartre, non? Ouais, je crois. Ou je sais plus. Je sais pas, je vais Oh, fact-checker, j'ai un doute, je mais... vais passer pour un gros inculte. C'est pas grave. Blue Sky grossit à vue d'œil, donc, et avec le succès et la foule viennent aussi les emmerdes. Bien entendu, on s'y attend, il n'y aura pas de miracle. Hein. Blue Sky aura les mêmes problèmes que tout le monde. Déjà, avec le récent afflux dû aux réfugiés DX, on commence nettement à avoir des soucis d'usurpation d'identité. Donc il y a une analyse récente qui montre que parmi les 100 comptes les plus suivis, il y en a presque la moitié qui ont déjà des doubles, des comptes qui imitent leurs identités. Hein. Alors Blue Sky, il n'y a pas de mécanisme de vérification à lui. Il y a un système où tu peux changer ton identifiant avec ton nom de site web, si tu en as un. Mais ça ne concerne pas Blue Sky finalement, c'est à toi de te débrouiller. C'est un système relativement malin puisqu'il nécessite que tu rajoutes des métadonnées à ton nom de domaine sur ton gestionnaire de DNS. Donc en gros, tu peux pas le faire si tu gères pas toi-même ton nom de domaine.
Ce qui est une manière d'assurer que effectivement tu es propriétaire du nom de domaine qui est affiché, quoi. Voilà. Les organisations donc peuvent dans une certaine mesure s'auto-certifier en s'associant à leur propre site web. Sauf si tu veux certifier plusieurs comptes, parce qu'évidemment tu peux pas avec un seul nom de domaine, tu peux associer un seul nom de domaine. Et puis bon, c'est pas très grand public d'aller trifouiller dans les réglages de ton propre DNS, quoi, donc c'est pas forcément évident. À tel point que Hunter Walker, c'est un journaliste, s'est mis à manuellement vérifier les comptes de 330 personnes, des célébrités, et qu'il maintient une liste, et qu'il rencontre énormément d'imposteurs. Parfois, il y a des journalistes qui ont 3 ou 4 imposteurs. Donc les systèmes de vérification manuelle par les utilisateurs comme ça, ou l'ajout d'emoji dans les handles, ça va pas tenir très longtemps. Donc si Blue Sky continue comme ça, voilà, il va falloir qu'il se bouge, et finalement, à terme, je pense que c'est ce à quoi tu t'attends. Blue Sky va devenir le Twitter pré-Musk, probablement. Ouais, c'est fort probable. Bon, après, on peut imaginer qu'il y ait des choses un peu plus malignes qui se mettent en place. Mastodon aussi proposait la certification, enfin plutôt la vérification de nom de domaine de la même manière que Blue Sky, mais dans les liens que tu as dans ton profil. Donc, par exemple, le lien techcafé.fr a été vérifié dans mon profil Mastodon. Petite astuce pour celles et ceux qui utilisent un nom de domaine pour identifiant sur Blue Sky, quand vous mettez ça en place, ça libère votre précédent identifiant. Donc par exemple toto.bluesky.social, je crois. Et donc vous pensez, si jamais vous changez votre identifiant Blue Sky par défaut par un lié à votre nom de domaine, à reprotéger votre précédent pseudo si jamais il avait pignon sur rue préalablement. Guillaume, sale temps pour les fameuses IPTV, et j'ai l'impression que la mode était énorme, les usages étaient démultipliés, mais c'est peut-être la fin de la récré. Probablement pas en fait, mais bon. C'est vrai que... Non mais tu vas voir, parce que... Alors, de celui que je me souviens, de toute façon, on a toujours lutté contre le piratage, et puis il a toujours été là. Des cassettes Amstrad aux séries Netflix. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ouais. Alors donc là, il y a 29 nouvelles adresses qui ont encore été bloquées. Alors c'est des adresses de streaming en France qui ont été bloquées, des blocages DNS, donc des blocages qui servent à rien, qui retardent au mieux un peu l'échéance, puisque la variété des noms de domaine semble absolument inépuisable. Noms de domaine d'ailleurs qui jouent des petits tours à l'état, parce qu'apparemment, on en avait parlé, il y a Tu kiffes, Monsieur Sexe et Ici Porno qui ont été bloqués. Et apparemment, eux ils sont vraiment bloqués, mais pour Xhamster, ça reste accessible. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas bloqué le nom de domaine xhamster.com, mais fr.xhamster.com, c'est-à-dire le sous-domaine français, le sous-domaine, mais pas le domaine lui-même. C'est pas facile, Donc bon, il y a des sortes de piratage aussi dont j'ai même pas conscience. Et d'ailleurs, le piratage IPTV, moi, je l'avais pas, j'ai jamais utilisé. Et bon, c'est vrai que ça concerne beaucoup le piratage de sport. Apparemment, c'est un truc, le piratage de sport, c'est même un gros truc. Il semblerait que plus de la moitié des téléspectateurs auraient vu OM PSG en version piratée ce jeudi 8 novembre. Alors, qui fait ça ? Pas moi, je peux vous le dire. Normalement, on pirate des trucs qui nous intéressent, c'est bizarre. Moi, je peux vous dire avec toute l'honnêteté du monde que j'ai rien à me reprocher. J'ai la pureté virginale de l'agneau nouveau-né, voilà. Et pas que pour ce match, pour tous les matchs. J'ai l'innocence de l'enfant Jésus en personne. Mais bon, en fait, le piratage de sport est en plein boom. En octobre, l'Arcom a fait bloquer 340 adresses, et le phénomène de l'IPTV marche à fond. Et moi, j'avoue avoir jamais utilisé, même pour la science, je veux dire, l'IPTV. Alors, il y a des canaux pirates, donc l'IPTV pour Amazon Prime, Netflix, Sky ou DAZN, qui, je l'apprends, est, ce fameux DAZN, devenu le principal diffuseur de gros matchs. Et ça semble être très très impopulaire. Il y a eu des appels au boycott de DAZN quand il a eu l'exclu sur la Ligue 1. Et c'est vrai que quand on regarde les prix demandés par la plateforme donc britannique, on comprend mieux, c'est quand même 40 balles sans engagement et 30 avec engagement tous les mois. C'est quand même Patreon, énorme. c'est moins cher. Oui, c'est vrai, mais on parle pas beaucoup de foot. On sent Merde, il est là le secret, merde. Mais alors c'est vrai qu'on sent donc que DAZN veulent bien rentabiliser leur contrat, et du coup, il y a eu un report massif des amateurs de foot, entre autres, sur l'IPTV, qui est devenu une cible du coup des autorités, parce que c'est quand même Europol lui-même qui s'en est mêlé, qui a arrêté 11 personnes dans toute l'Europe, pour un réseau de 2500 chaînes piratées, des chaînes sportives d'ailleurs en grande partie, qui étaient regardées par 22 millions de personnes, donc c'est quand même un sacré business. Alors, je suis loin d'être la personne la plus qualifiée pour parler de ça, évidemment, mais il me semble bien que quand j'étais jeune, et qu'il y avait des gens qui regardaient du foot autour de moi, la Ligue 1, ça passait à la télé, juste. Ouais. Donc avant, ça passait à la télé, et là, il faut payer 40 balles par mois, et donc, du coup, les gens piratent. C'est ça, j'ai bien résumé, donc, la situation. Quelle analyse extrêmement fine de la situation, Guillaume. De là, y voir une relation de cause à effet.
Il n'y a qu'un pas. On termine cette petite rubrique enchaînée autour du mot-clé tant pis par Uber, qui fait plus Uber que Uber, j'ai l'impression. Ouais, bah d'ailleurs, finalement, on peut se dire que ça a mis du temps, hein, parce que Uber, c'est devenu un verbe. On ubérise, on fait de l'ubérisation. Mais finalement, Uber n'aura ubérisé que deux métiers, les chauffeurs et la livraison, quoi, plutôt. Hein. Et alors, bon, heureusement, ça change. Uber va ubériser, donc, encore plus, puisqu'il va ubériser non seulement le métier d'annotateur et celui de programmeur. Donc, je sais que métier pour annotateur, c'est un peu généreux, peut-être. Après, Uber appelle ça opérateur d'analyse et testeur. C'est bien. Là, ça va. Alors, la plupart du temps, ça va se résumer à repérer les pandas sur des photos ou corriger si c'est des zèbres et pas des pandas. Donc ça, c'est pour le métier d'annotateur, effectivement, qu'ils appellent data labeler, qui est en général pas un métier passion, c'est vrai, mais il y a aussi, en fait, ça va aller plus loin, puisque le service Uber Scaled inclura aussi des prestations de programmeurs, finalement, juste simple, des trucs beaucoup plus complexes, donc simplement de la programmation pour du traitement de données, bien au-delà des tâches basiques. Donc Uber se lance dans en gros, location de freelance, ce qui est effectivement assez naturel. C'est rien des grilles de rémunération, hein, cela dit, donc voilà, mystère. Bon. On connaît les grilles de rémunération de manière générale d'Uber, donc on peut avoir peut-être des petites idées. C'est sans doute pas le scoop du siècle ou la carrière la plus lucrative. On enchaîne, Guillaume, avec quelques tendances, à commencer par la conduite autonome. Et a priori, il y a un endroit dans le monde où ça avance plutôt pas mal, hein, j'ai l'impression, non ? Où ça roule, si j'ose dire. C'est à Singapour. Il y a un robobus à Singapour qui fait le tour de l'île de Sentosa. Alors, c'est un tour qui doit faire 2 km. Il se pilote tout seul et il est utilisé quotidiennement par des gens qui n'ont pas plus peur que ça, même pas plus peur que si c'était un humain au volant. Alors, il y a un humain au volant d'ailleurs, il y a un humain au cas où, hein, qui regarde le volant tourner tout seul, mais il intervient quasi jamais. Alors, c'est un véhicule chinois de WeRide qui a été lancé en juin dernier. Et les véhicules autonomes pourraient se multiplier rapidement à Singapour. Alors, il y a déjà des robots pour nettoyer les rues, des petites fourgonnettes de livraison, il y a des navettes, donc. Tout ça arrive en vraie grandeur, finalement, hein, et permettra de pallier aussi un manque de main-d'œuvre sur certains secteurs. Ça évolue petit à petit, tout ça, depuis 2015. À ce jour, il y a une douzaine de véhicules autonomes qui sont déployés, ce qui en fait un pays pionnier dans le domaine. En fait, il existe un classement des pays les plus disons, préparés, les mieux préparés, hein, pour le déploiement de solutions autonomes. Et Singapour est carrément le premier, devant même les États-Unis et la Chine. Parce que non seulement leur intégration est relativement facile à l'infrastructure routière assez moderne, hein, et bien entretenue du pays, tout ça, mais en plus la législation est favorable, et le public lui-même est très bien disposé. Alors qu'aux États-Unis, la législation varie d'un État à l'autre, les conditions météo sont aussi beaucoup plus variées. Singapour, voilà, c'est tout petit, c'est tropical, donc il pleut beaucoup, mais il neige jamais, hein, par exemple, et puis c'est assez constant, quoi, comme condition. Et puis, il y a aussi les variations politiques, hein, qui n'existent pas beaucoup à Singapour. Singapour, il est très à l'abri, on va dire, des grosses variations politiques. C'est une autre histoire. Dernier atout, il est politiquement neutre, et par là, on entend face à la Chine. Alors, les États-Unis ne sont pas du tout politiquement neutres par rapport à la Chine, ils sont carrément hostiles. Ouais. Singapour, c'est un bon espace d'échange et de test pour les Chinois, qui sont très actifs dans le secteur, à la fois sur l'électrique et sur l'autonome. Hein. Et ça marche dans les deux sens, puisque Singapour, il est petit, mais il a quand même, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants, je crois, ou 5, je sais plus, enfin bon. C'est un petit pays, mais qui a quand même Movita, qui est une boîte c'est une boîte qui est un spin-off, en fait, d'une université locale, et qui fait des véhicules autonomes, et qui va se lancer en Chine avec 5 minibus. Ils en profitent pour se confronter à des conditions météo différentes, du coup, hein, qui n'existent pas, donc évidemment, à Singapour. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin, parce que Movita pourrait carrément créer une usine à Xiamen, donc en Chine continentale. La collaboration entre les deux pays semble aller bien, en fait, et voilà, les voitures. Il est probable que si les voitures, les taxis et les bus autonomes se démocratisent vraiment complètement un jour, c'est sans doute en Asie que ça commencera. Et ça montrera l'exemple, et peut-être qu'il y aura des exemples qui se reproduiront dans d'autres endroits du monde. On continue avec une idée, une lubie, un objectif, une raison d'être, j'allais dire. Il va falloir un équivalent de système d'exploitation pour les agents intelligents, Guillaume. J'ai du mal à toucher du doigt que ça pourrait être. Ah bah tiens, ça me rassure. Oui, parce que il y a des anciens d'Android qui ont fondé une nouvelle entreprise qui s'appelle /dev/agents. Donc très classe. Qui est très classe, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Non. Et parmi eux, il y a Hugo Barra et Tabitha Singleton, hein, donc des gens qui ont pas mal contribué à Android. Ils veulent créer, du coup, un Android pour les agents IA. Alors, la comparaison est un peu bancale, puisqu'ils envisagent une solution basée sur le cloud, apparemment. Donc, ce ne serait pas un truc que vous pourriez faire fonctionner sur des applications, des machines en local.
une solution qui serait, alors je cite, un OS pour les IA, quoi, avec une plateforme de programmation et la possibilité de créer des agents sécurisés qui puissent utiliser tous les appareils. Alors, Ouais. pour l'instant, du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh ben, c'est le Comprends pas. problème, c'est qu'on ne sait pas, parce que, mis à part un tweet et un site web extrêmement geek et cool, mais très succinct, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc, je ne peux Hmm. pas vraiment vous dire à quoi ça va ressembler très concrètement, malheureusement. Pas très clair, mais à surveiller. Peut-être qu'on aura une grosse nouvelle. Guillaume, un peu d'édition. Alors, c'est un peu paradoxal, c'est de l'édition de photos par la vidéo. D'habitude, on pourrait plutôt penser à l'inverse. Là, on va faire de l'édition de photos par la vidéo, c'est ça? Ben ouais, et c'est fou, hein. Il y a quoi? Il y a 2 ans, la génération vidéo, c'était une sorte de Graal super dur à atteindre, Ouais, hein, par rapport à la génération l'idéal. d'image fixe, hein. On pensait que c'était pouf. Et regarde-nous, chaque semaine, on parle de nouveaux générateurs, et là, on va même parler de Tellement. générateurs vidéo utilisés pour retoucher des photos. C'est Alors, fou, l'idée ça. est bizarre, je le reconnais, hein, c'est un petit peu comme tuer un moustique en fonçant dessus avec ma kangou, mais je n'ai pas de kangou en vrai. Mais en Israël, en Israël, c'est l'idée qu'ils ont eue. En Israël, on n'a pas peur d'y aller à fond, hein, manifestement. On va pas partir là-dessus, c'est terrain très glissant. Bref, c'est l'Institut Technion israélien qui a eu l'idée de se dire que finalement, modifier une image pouvait être vu comme un mouvement, comme quelque chose de dynamique, quoi, comme une modification dynamique. Si tu donnes une image de balle de tennis sur un cours de tennis, bon, voilà, et que tu demandes une vidéo de tomate sur un cours de tennis en te donnant cette image comme première image, comme image initiale, bah, spontanément, le générateur il va se débrouiller pour prendre ta photo, l'image initiale, et en faire en sorte qu'il y ait un mouvement, quelque chose qui se passe pour qu'à la fin, Mhm. il y ait une tomate sur le cours de tennis, ou qu'à un moment, en tout cas, il y ait une tomate sur le cours de tennis. Et vous, finalement, bah, vous aurez comme dernière image ce que vous avez toujours voulu depuis toujours, c'est-à-dire une image d'une tomate sur un cours de tennis. Évidemment. On peut voilà, oui, que demander de plus pour être heureux, hein, je veux dire, c'est vrai, un pot de fleurs dont l'eau devient verte, bah, c'est pareil, tu génères une vidéo. Ouais. Tu mets le pot de fleurs, tu dis bah, l'eau devient verte, et puis bah, voilà, ça devient une vidéo où l'eau devient verte petit à petit, et puis tu Uhum. prends l'image de fin ou une image au milieu, et voilà. Et Pas ils utilisent, étrange, quand même. et ils utilisent un générateur vidéo open source qui s'appelle Cog Video X, hein, et qui Mhm. marche d'ailleurs sur votre propre PC si vous avez une carte graphique assez puissante. Alors honnêtement, ils font pas grand-chose. Ils dérivent, parce qu'ils prennent Cog Video X, et puis en fait, ils dérivent un prompt pour le générateur vidéo à partir de l'image et de ce que vous voulez faire. Donc ils utilisent un LLM multimodal pour ça, qui tient compte de l'image et de ce que vous voulez faire, et qui imagine donc un prompt adapté au générateur vidéo. Et après, ils ont un mécanisme de sélection. Enfin, ils sélectionnent en gros la meilleure image de la vidéo, de la séquence qui correspond le mieux au résultat demandé. Et en plus, ça marche pas si bien que ça. Et c'est en particulier parce que Cog Video X, c'est pas toujours au top. La qualité finale est assez variable en fait, hein. C'est quand même un générateur vidéo qui est pas très très gros. Bon, il fait ce qu'il peut. L'idée est quand même marrante parce que ça conçoit une image donnée comme étant juste un élément d'un flot continu. Et finalement, en se déplaçant dans ce flot continu, on a des variations en fait, hein, toutes les variations continues possibles à partir de cette image dans une direction possible. La direction étant quelque chose de sémantique, c'est-à-dire voilà, comment on veut que ça se modifie, quoi. Est-ce que voilà, une image d'un oiseau, est-ce qu'on veut que l'oiseau s'envole, est-ce qu'on veut que l'oiseau boive un coup dans une flaque, bon. Et finalement, avec cette imagination, on peut s'orienter dans ce flot et y trouver les modifications qu'on veut appliquer aux images. L'image en elle-même devient juste quelque chose de dynamique. L'édition d'images est en train de subir une révolution de toute façon, hein, qu'on décrit semaine après semaine, et il y a plein d'approches possibles. Il y a les générations multimodales directes, il y a les réseaux qui sont entraînés pour tel ou tel ensemble de modifications, et puis là, il y a la méthode qui finalement se repose sur la généralité du générateur de vidéo. Parce que un modèle de génération de vidéo, justement, a priori, il sait tout faire, quoi. Il peut représenter tous les mouvements, en théorie, hein. Il peut représenter Mhm. tous les mouvements, toutes les modifications d'une chose à une autre chose. Et donc, ça permet de ne pas avoir à faire de cas par cas. Un générateur de vidéo, il est complètement agnostique, hein. Tu veux changer la couleur de quelque chose, tu veux rendre flou quelque chose, ou tu veux rendre clair quelque chose, ou tu veux remplacer un sujet dans une image, ou tu veux changer l'heure de la journée, ben ça, finalement, ce sont potentiellement des animations, c'est-à-dire des chemins possibles Mhm. dans ce flot, dans cet immense paysage multidimensionnel d'images qu'on va parcourir à coup de gros calculs. Et donc, finalement, modifier une image, c'est juste se déplacer dans ce flot-là. Et on considère l'image comme étant une partie d'un immense tout, quoi. C'est ce qui est plutôt conceptuellement rigolo, même si c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace en pratique, on ne sait pas. Ouais, ça paraît encore plus source de consommation d'énergie et de calcul Alors, pour carrément. encore plus de. Bah voilà, c'est ça. Enfin, ça me Le paraît problème, dingue, c'est que quand même. effectivement, tu génères une vidéo juste pour avoir une seule image, quelque Bah, part, ce qui n'est pas très... c'est la surenchère du gaspillage du calcul, quand même, hein, dans cette histoire. Mais enfin, gaspillage. Non, si le résultat n'était pas plus intéressant. Là, il l'est peut-être, mais.
On continue avec la génération. Guillaume, allons sur une autre tendance que celle de la vidéo récente dans le monde de la génération de contenu par intelligence artificielle, c'est celle du volume, de la 3D. De la 3D, effectivement, cette mini revue de presse des nouveaux algos du futur, on passe à la 3D avec deux stars. Alors c'est il y a Splatflow et l'autre c'est Material Anything. Alors Splatflow, il est assez simple à décrire, puisqu'en gros c'est Stable Diffusion mais en 3D quoi. Quand je dis image 3D, je veux dire éclat de gaussienne, c'est-à-dire Gaussian splatting, ces trucs qui permettent de carrément représenter des photos en 3D, des volumes dans lesquels vous pouvez vous déplacer. En gros, au lieu de juste générer une image, on va générer une image en volume dans lesquels vous pouvez avoir une infinité de points de vue quoi. Donc si vous demandez un phare breton, vous aurez soit un phare sur un rocher, soit un flanc trop lourd, selon comment vous écrivez ça. Et votre image de flanc, vous pourrez tourner autour. Et si vous voulez un tournesol, vous pouvez avoir un tournesol, mais vous pouvez aussi aller voir l'arrière du tournesol, le regarder de dessus, etc. Donc Splatflow va générer en fait pas mal de choses en 2D, puisqu'il va générer plusieurs points de vue du sujet demandé, des cartes de profondeur aussi, et des informations sur les points de vue. Tout ça sera utilisé par un modèle qui sera spécialement entraîné pour recréer une représentation gaussienne. Et le tout se fait dans un espace latent. Donc comme Stable Diffusion, on va utiliser une représentation compressée de tout ça pour économiser du temps et de la mémoire. Alors évidemment, il faudra un logiciel pour voir le résultat, puisque vous avez donc un éclat de gaussienne, et puis après il va falloir un logiciel qui vous permette d'afficher ça sur votre écran. Mais vous avez là une sorte de Stable Diffusion volumique. Alors, le deuxième article décrit un outil peut-être plus, d'un usage plus clair et évident, je pense qu'il sera super pour tous les graphistes, qui s'appelle Material Anything, et qui, comme son nom J'ai l'impression qu'il y en a un par semaine, quand même. Il est capable de texturer n'importe quel objet 3D. Donc vous lui donnez un objet 3D, alors c'est une chaussure, c'est un robot, c'est une poubelle, et vous lui dites comment vous voyez le truc. Voilà, vous voyez la chaussure en cuir, vous voyez le robot orange, vous voyez la poubelle jaune pour les recyclables. Et vous aurez les objets tout beaux comme vous l'avez demandé, et attention, il n'y a pas juste la texture du cuir avec l'image, la texture du cuir. L'algorithme génère aussi les matériaux pour un rendu PBR. Alors, PBR, donc pour les non-connaisseurs, c'est Physics-Based Rendering, et donc ça permet de rendre les objets aussi avec les effets de matériaux, c'est-à-dire les objets mat ou brillants, les reflets, effectivement, les effets métalliques. Et puis on peut même, il rajoute même des petits détails en plus avec du bump mapping, donc en perturbant les normales, on peut rajouter des détails à plus petite échelle. Alors concrètement, le modèle va générer des textures progressivement, avec plusieurs vues de l'objet 3D, et il va faire une première version assez un peu approximative, un petit peu floue de tout ça, et ensuite on va passer dans l'espace de la texture, et c'est là qu'on va tout raffiner. Alors précisément, on passe dans ce qu'on appelle l'espace UV en général, quand on fait de la 3D, ce sont les coordonnées qui sont propres à la texture. Alors pour l'imaginer ce que ça veut dire, c'est pas dur. Si on prend la Terre, la Terre, que ce soit la vraie Terre ou que ce soit une représentation dans Blender ou dans 3D Studio de la Terre avec une texture, donc vous avez votre Terre, évidemment, c'est un gros objet en 3D, avec des coordonnées X, Y, Z. On voit bien dans l'espace tout ça, c'est une boule. Et puis, si vous vous projetez sur la Terre, là où vous avez la texture des continents et tout, vous vous projetez sur la Terre, évidemment, c'est un repère en 2D, c'est en 2 dimensions. Et ce système de coordonnées, en l'occurrence, c'est celui de la longitude-latitude. Alors ça, il y en a plein de possibles, mais bon, voilà, un qui est évident à concevoir, c'est celui qu'on utilise, tout simplement, de la longitude-latitude. Et donc ces deux coordonnées-là, on va les appeler différemment, on va les appeler UV en général, parce que UV, c'est pas XY, et puis de toute façon, c'est toujours une surface 2D, donc il y a toujours deux composantes. Et donc ça permet de se repérer sur la texture, de se déplacer dans la texture avec ces coordonnées-là, et donc c'est un espace qui est confiné, qui est vraiment propre à la texture, et c'est là-dedans que le modèle va faire son raffinement, c'est-à-dire faire plusieurs passes pour donner les détails supplémentaires à l'intérieur de cet espace-là. Donc il va donner des versions plus détaillées de la couleur, donc de la couche de couleur, mais aussi de toutes les autres couches qui vont définir les réactions de la lumière sur l'objet. Donc dans les jeux vidéo, évidemment, toutes les informations sur la matière seront codées dans une série de textures qui sont séparées. Donc vous avez l'albédo, qui est la couleur brute, puis la texture qui décrit à quel point la surface est lisse ou pas à tel endroit, ou comment elle est brillante, etc. Et puis on a même ces petites irrégularités qui sont données par le bump mapping, et qui donnent des petites bosses ou des petits détails. L'algo peut être donc utilisé aussi pour des objets qui sont déjà texturés. Et vous pouvez, donc avec un prompt, vous pouvez modifier des choses sur des objets qui sont déjà texturés, donc rajouter un effet brillant, modifier la couleur tout en gardant les textures et les matières, etc. Et tout ça, c'est fait automatiquement, donc c'est imaginé pour créer des assets pour un jeu ou pour remasteriser même des objets de vieux jeux vidéo, c'est absolument magique. J'attends désormais la prochaine étape. Je pense que c'est quoi ? C'est dans 6 mois, 1 an, Guillaume, on sera capable de générer des scènes en 3D dans lesquelles un personnage de vidéo pourra évoluer de manière extrêmement convaincante, c'est ça, non ?
Alors, c'est presque J'essaie de cette... voir quelle est Non, l'étape c'est presque suivante. cette semaine, parce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé, que je viens de voir passer, qui est... Alors, c'est la boîte de Fei Fei Li, en fait, qui vient de... Ouais. Mais on en parlera la semaine prochaine de ça. Ok, Mais ok, tu nous mais le gardes il sous y le a un coude. truc qui ressemble un peu à ça, déjà. Oh mon Dieu. Tu as été cité, Guillaume, dans la cellule. On fait un coucou à Romaric Briand sur l'intelligence liée à la compréhension, liée à la compression, pardon, et non pas à la compréhension, à la compression. Et tu nous poses cette question. Les LLM les plus compressibles sont-ils les plus bêtes? Sont-ils les plus neuneux? Alors, c'est des chercheurs de Tencent et de Virginie qui viennent de confirmer finalement l'intuition qu'on pourrait avoir, qu'on peut avoir si on utilise un peu les modèles de langage compressés soi-même sur son PC et qu'on commence à avoir un petit peu sur Reddit aussi de gens qui font des tests. Alors, on a redit plein de fois que les IA étaient essentiellement stockées dans des très très gros fichiers, qu'il existait des moyens de les compresser plus ou moins, et que c'était comme les images en JPEG. C'est-à-dire, plus tu compresses, plus ça dégrade. Et dernièrement, alors que les modèles open source qu'on a sont de mieux en mieux entraînés, c'est-à-dire sur des volumes de texte de plus en plus énormes, on remarque que les plus petits sont plus difficiles à compresser. C'est-à-dire que en fait, leur performance se dégrade plus vite. C'est-à-dire qu'ils se dégradent plus vite. Pas qu'ils ne sont pas plus difficiles à compresser, évidemment, vous pouvez toujours les compresser, mais leurs performances ne sont pas bien conservées. En fait, à un même niveau de compression, vous avez des dégradations plus fortes que ce qu'on avait avant pour les mêmes tailles ou que pour les modèles qui sont plus gros. Alors, il faut bien se rendre compte d'où on part quand même. On parle de GPT-3 depuis longtemps. GPT-3, le premier LLM finalement qui a vraiment marqué, qui a un petit peu initié tout ça. Hein. Et celui-là, il a vu passer 300 milliards de mots pendant son entraînement. Le premier Llama, en 2023, premier modèle entre guillemets open source qu'on a pu utiliser, a vu passer 3 fois plus de mots, et ses performances ont explosé à tel point qu'on a un modèle de 70 milliards de paramètres qui rivalisait son problème avec GPT 3.5, qui était plus de 2 fois plus gros, pardon. Donc, Llama 2, il est passé à 2000 milliards de mots, et Llama 3 à 15 000 milliards de mots. C'est vertigineux, et donc on se dit intuitivement que les poids du coup des derniers modèles doivent être réglés bien plus précisément que ceux de GPT-3 ou de Llama 1. Et si les poids sont si bien ajustés, les compresser, ça revient à réduire la précision des nombres, et donc ça va rajouter une sorte de bruit qui va se sentir assez rapidement. Et c'est du coup ce que constatent les chercheurs, en étudiant 1500 checkpoints, c'est-à-dire 1500 étapes d'entraînement, d'un LLM classique, ils ont repris PITIA sur plusieurs tailles, et ils voient très clairement qu'au plus le modèle est petit, au plus la compression le détruit rapidement. Et on parle des compressions les plus importantes. Schématiquement, au début, les modèles sont sous-entraînés. Au début de leur entraînement, les modèles sont sous-entraînés, et les compressés ne changent pas énormément leur performance. C'est comme s'ils n'avaient pas encore exploité toute la précision qui était disponible dans les nombres qui constituent leurs paramètres. Au plus les modèles sont petits, au plus ils vont saturer vite. À un moment, ils auront ajusté le peu de poids qu'ils ont au mieux, et ils vont devenir très sensibles à la compression. Ça intervient d'autant plus tard, donc, que le modèle est gros et a la capacité d'encaisser plus de connaissances sur plus de texte. Un gros modèle va devenir sensible beaucoup plus tard, et bien sûr, ça va aussi dépendre d'à quel point la compression va être brutale. C'est pas du tout pareil si vous compressez en limitant la précision des nombres à 4 bits, à 3 bits ou à 2 bits. La bonne nouvelle, c'est que sur les modèles les plus gros, alors, dans l'article, ils se plafonnent à 12 milliards de paramètres, pour des raisons de budget sans doute, la compression sur 4 bits reste raisonnable. Et les algos de compression utilisés ne changent pas le résultat général. Donc ils ont utilisé plusieurs algos différents, parce qu'évidemment il y en a plein en fait des algos différents, donc ils en ont utilisé 3, et ils constatent toujours le même effet, même s'ils ne constatent pas exactement au même moment, c'est toujours globalement la même chose qui se passe. Essentiellement, compresser n'est pas forcément toujours une bonne idée. En fait, ça permet d'optimiser en quelque sorte le rapport taille sur quantité d'informations contenues dans le modèle. Si un modèle est sous-entraîné, on peut se dire qu'il a encore de la capacité non exploitée. La compression aura peu d'impact et elle va permettre de se rapprocher de la taille optimale du fichier par rapport à la quantité d'infos réelles qu'il y a dedans. Mais si un modèle est entraîné au max, qu'il est saturé, et que l'entraîner plus ne lui sera pas bénéfique, voire c'est même contre-productif, alors là, en quelque sorte, il est déjà plein. Il est déjà plein de données, et si tu le compresses, tu vas en détruire de cette donnée. Tu vas détruire de la donnée utile plus vite, et ça se voit plus facilement, et ça va se voir plus vite. Donc c'est marrant que la compression finalement permette d'optimiser la taille de modèle par rapport à la quantité de données effectives qu'il contient, et c'est utile du coup pour l'entraînement lui-même aussi, ça peut être un signal. On peut mesurer facilement si un modèle est compressé, prend cher ou pas. C'est facile de savoir s'il est vraiment, s'il est vraiment dégradé parce qu'il suffit de calculer le loss. Donc tu calcules le loss tu calcules le loss sans le compresser, donc le normal comme quand tu l'entraînes. Et puis c'est-à-dire le loss c'est l'erreur qu'il fait sur les exemples que tu lui donnes. Tu fais une moyenne de ça. Et puis tu le compresses et tu vois à quel point cette erreur elle s'agrandit.
Si cette erreur, elle s'agrandit beaucoup par rapport au modèle qui n'est pas compressé, bah, ça veut dire que ton modèle, il prend cher, quoi. Et donc, la compression le perturbe beaucoup, et donc ça veut dire qu'il est probablement déjà plein. Si à l'inverse, tu fais pas une erreur démente quand tu le compresses, bah, ça veut dire que voilà, la compression ne le perturbe pas parce qu'il est probablement pas saturé, quoi. Mais si c'est le cas, bah, ça veut dire que tu peux l'entraîner plus, et que voilà, tu sais que tu peux l'entraîner plus, et que probablement ton modèle peut être encore meilleur que ce qu'il est. Donc ils essayent de trouver des lois de puissance pour prédire les problèmes à diverses compressions, pour diverses tailles d'entraînement. C'est peut-être un peu particulier aussi à ce type de modèle et de méthodologie, donc bon, faut voir, c'est peut-être pas forcément universel. Mais il conclut qu'un modèle, s'il est analogue à leur, entraîné sur 100 000 milliards de mots, ne serait pas compressible sans dégradation qui soit contre-productive. Même pour un poids lourd de 400 milliards de paramètres, ça concerne particulièrement les 2 et 3 bits. Bon, là encore, hein, c'est pour les algos de compression qu'on a maintenant, donc voilà, c'est intéressant, mais c'est pas forcément universel. Mais c'est une étude qui est intéressante pour cette vision, si tu veux, de la quantité d'informations, cette mesure presque de la quantité d'informations qu'on peut avoir dans un modèle entraîné, quoi. Décidément, un sujet fil rouge qui apporte toujours son lot de découvertes, la compression. Je sais que vous êtes quelques-uns à être sensibles à ces relais de Guillaume Poggiaspala. Un dernier mot pour un nouvel outil qui met une fois de plus en lumière l'apport de l'intelligence artificielle pour des services, y compris des services culturels, mais ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde, dans un domaine un peu spécifique, mais qui va en intéresser beaucoup, j'en suis sûr, la traduction des mangas. Oui, c'est Orange, qui est une start-up qui se spécialise dans la traduction de mangas. Alors jusque-là, il n'y a rien de bien foufou. Mais bon, quand elle est allée à la convention Anime NYC, elle n'a pas été toujours très bien accueillie, hein, parce qu'il y a même eu des appels au boycott. Parce qu'Orange, il traduit les mangas en utilisant Claude 3.5 d'Anthropic. Il utilise donc des IA pour traduire les mangas, et ça fait réagir. Alors, traduire un manga, c'est pas simple, hein. C'est un gros boulot. Alors évidemment, il y a le volume de texte, bien entendu, mais il y a aussi tout le flow de l'histoire. Le manga, c'est du langage parlé. Il y a un débit, il y a des contraintes de place, évidemment, de position des textes. Il y a les images qui véhiculent aussi beaucoup d'informations qui contraignent le texte lui-même. Il y a le contexte global de chaque image, puis de chaque œuvre, et puis de chaque œuvre dans leur ensemble. C'est-à-dire que tu peux faire référence dans un manga à ce qui se passé dans d'autres tomes, par exemple. Et puis évidemment, il y a le contexte culturel japonais, hein, donc les relations interpersonnelles, et puis voilà, la culture, quoi. Et donc, au-delà d'être en japonais, ce qui est déjà une base compliquée, traduire un manga, c'est long, et ça prend facilement 2 à 3 mois, un pro, et ça demande une connaissance assez spécifique, quand même, culturellement parlant. J'aurais pas pensé que ça demandait autant de temps, c'est fou, hein. Ah bah oui, quand génial. Même. Pour le faire bien, oui. Et donc, juste prendre Claude 3.5 et lui filer les kanji, ça marche pas bien. Et même pour Orange, d'ailleurs, pour Orange, ça marche pas comme ça. En fait, ils sont obligés d'avoir tout un workflow où les images sont segmentées. Donc automatiquement, les textes sont copiés, donc il y a un système d'OCR, le texte est effacé après dans les images, puisqu'il est localisé. Et puis les morceaux de texte des bulles sont assemblés en phrases et traduites par l'IA, qui prend en compte aussi la position du texte dans l'image et du reste du bouquin, en fait, en entier. Et après, l'anglais est réinséré, alors parfois pas au même endroit que le texte original, ça dépend de la place, ça dépend de l'ordre des mots et des trucs, enfin ça dépend un petit peu comment, parce que les phrases sont pas structurées pareil, quoi. Et donc tout est évidemment relu par des humains, enfin je dis évidemment, mais bon, en tout cas, tout est relu par des humains qui corrigent les inévitables fautes que fait le modèle. Peut-être employé par Uber. Pardon. Ah bah alors non, pour l'instant c'est employé par Orange, mais va savoir. Mais bon, même comme ça, avec révision et tout ça, ça prend 10 fois moins de temps de faire ça de manière automatisée plutôt que de traduire de manière traditionnelle. Et donc Orange a une application qui s'appelle Emaki, avec un Q. La qualité des traductions d'Emaki ne rivalise pas avec celle des pros, j'en doute pas une seconde. Des fans pointent des facilités, parfois même des choses qui manquent, hein, comme certaines onomatopées, voilà, des trucs qui sont pas faits, c'est fait un peu vite, on va dire. Bien sûr, ces mêmes pros sont inquiets de voir des textes traduits sans eux, eux qui sont pas forcément payés des masses d'ailleurs, et qui voient arriver un futur où ils le seront peut-être plus du tout. Après, c'est une situation qui est compliquée comme partout ailleurs, hein, parce que Emaki répond à une demande qui est un peu spécifique, hein, puisque la majorité des mangas restent confinés au Japon. Traduire, c'est coûteux, et la plupart ne sont pas traduits. Parce que, bon voilà, t'es un éditeur, il y a une énorme production au Japon, hein. Tu vas au Japon, t'es un éditeur, tu décides de localiser un manga et de le distribuer, c'est un risque. Donc, tu vas pas faire ça pour n'importe quel manga qui a l'air d'être fun, quoi, tu vois. Donc, c'est compliqué, et donc il y a énormément de mangas qui ne sont pas traduits. Alors, je sais pas quel est le pourcentage, il donne un pourcentage dans l'article, mais c'est pour les États-Unis. Et je pense qu'il y a plus de mangas qui sont importés en France qu'aux États-Unis parce qu'on a un plus gros marché.
Mais bon, je pense quand même qu'il y a une très large majorité de mangas japonais qui n'arrivent jamais en France. Et du coup, tout ça, ça crée aussi une demande, ça crée un manque, et c'est ce qui explique évidemment la profusion des fantrad, scantrad sur Internet. Alors, vous voyez, je pense beaucoup voient ce que je veux dire. Les fantrad, scantrad, ben, c'est des gens qui scannent les mangas, chaque page de manga est scannée, et puis ensuite il y a des gens qui, sur ordinateur, ben, traduisent comme ils peuvent, avec les moyens du bord parfois, toutes les bulles, et qui ensuite en font les mettent à disposition sur Internet. Évidemment, c'est à la fois du piratage, c'est aussi de la localisation bénévole. Ah oui. Et donc c'est complexe, hein, parce que concrètement, si un manga n'est pas localisé, que personne ne distribue l'œuvre dans un pays, il n'y a pas vraiment de manque à gagner, tu vois, si c'est pas disponible. Après, évidemment, ça peut le devenir dans un certain futur, peut-être que ça peut le devenir, et du coup, là, ça deviendra du piratage. C'est gris. Alors, on va dire que c'est quand même très gris, tout ça. Hein. C'est fou. Pour en avoir lu quelques-unes, hein, je peux vous assurer que les fantrad ne sont pas toujours d'une qualité formidable en plus. Hein. Ah merde. Ah ben non, mais parfois, tu as l'impression que c'est du Google Trad de l'anglais qui lui-même a été traduit par Google du japonais. Enfin, bon, vraiment, il y a des fois, c'est pas terrible. Après, il y a des fois, c'est beaucoup mieux, vraiment. Il y a des fois, c'est très, très convenable. Et de toute façon, je veux pas taper sur des gens qui, de toute façon, font ça gratos sur leur temps libre. Hein, c'est pas du tout le sujet. Mais ce qui est clair, si tu veux, avec cette scène de la fantrad, c'est qu'il y a une grosse demande pour plus de mangas localisés. Et oui, cette demande engendre donc tout un réseau de traduction-distribution gris, dont les productions sont d'une qualité assez moyenne en général, ou voire basse, parfois bonne, mais toujours plus basse qu'une tradition officielle en général, hein, évidemment. Donc, le truc, c'est que, manifestement, on veut plus de mangas traduits plus vite. La question, c'est comment on fait ? Évidemment, la réponse simple, c'est on paye plus de gens pour le faire. Oui, mais le problème, c'est que, économiquement, c'est difficile. T'es un éditeur, encore une fois, tu sais pas si ton manga va se vendre ou pas, et toi, tu dois investir pour embaucher le mec qui va traduire, et puis investir aussi pour l'imprimer, hein, et puis le distribuer. Donc c'est un problème vraiment différent. Quand on est dans la peau d'un éditeur, c'est pas évident du tout, et donc c'est toujours le même souci. Est-ce que l'IA remplace un humain, ou fait un travail qu'un humain, de toute façon, n'aurait pas eu, pour des raisons économiques ? Et donc, si Orange permet d'avoir 10 fois plus de mangas traduits, a priori, c'est plutôt cool. Mais du coup, si on s'habitue trop à ça, est-ce qu'on va pas finir par plus avoir besoin d'humains tout court ? C'est un peu la même question partout, tu vois. Et ça dépend de la qualité de la production, et qui elle aussi va varier dans le temps, d'ailleurs, probablement. Donc c'est un sujet complexe. Tu m'as pas aidé à y voir plus clair, hein. Du coup, tu me soulèves une fois de plus de questions que de réponses, mais c'est intéressant parce que j'avais pas du tout vu passer ce sujet bien spécifique autour des mangas, mais qui est si révélateur. Avec l'intelligence artificielle d'Anthropic, donc pour traduire les comics, les mangas. Intéressant, merci beaucoup Guillaume. D'ailleurs, l'article est dans les notes de l'épisode, comme tous les articles qui t'ont permis, Guillaume, de construire le conducteur de cet épisode. Donc si jamais vous voulez y accéder, vous allez soit dans les notes de l'épisode sur votre app de podcast, soit sur techcafé.fr. Et ça me permet d'enchaîner avec les branchements habituels que vous avez l'habitude de connaître maintenant. Patreon.com/techcafé si vous considérez que TechCafé vous est utile, vous plaît, vous divertit et vous manquerait s'il disparaissait. techcafé.fr/Discord si vous voulez discuter entre vous et avec nous, et bien sûr des liens qui vous permettent de nous retrouver à titre individuel, à commencer par toi Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, moi il faudra que je teste Emaki du coup pour me faire une idée de la qualité des textes produits par Claude finalement. Hein. Et puis ça me fait quand même un bon prétexte pour lire des mangas, tu vois, ça c'est pas mal. Ah, et t'en as besoin ? C'est bizarre ça, je suis étonné. Non mais tu sais, c'est quoi ce gros hentai là ? C'est quoi ? Ah c'est pour le boulot, c'est pour le boulot. Si c'est pour la beauté du journalisme de Tech Café, pour te rendre compte de la qualité de la traduction, c'est tout autorisé. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée. Alors Guillaume Vendée sur Mastodon. guillaumevendée.fr, sur Blue Sky et sur mon site internet. Vous me retrouvez de manière générale avec le pseudo Guillaume Vendée, y compris sur Instagram, évidemment, sur le serveur Discord. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.